Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 9 janvier, je vous propose tout d'abord de revenir sur la victoire contestée de la première ministre sortante du Bangladesh, Sheikh Hasina, et de son parti, la Ligue Awami, au cours d'une élection boycottée par l'opposition. Nous irons ensuite dans la péninsule coréenne pour nous pencher sur la récente escalade entre Séoul et Pyongyang, avec le tir, en quelques jours seulement, de centaines d'obus près d'îles gouvernées par la Corée du Sud. On poursuivra cette revue de presse dans le Pacifique en allant à Hawaï, où un plan de relogement a été signé il y a quelques jours pour trouver une solution de long terme pour les habitants déplacés par les feux de forêt qui ont ravagé l'île de Maui l'année dernière. Nous irons aussi dans les îles Marshall, où l'ancienne présidente Hilda Heine est revenue au pouvoir suite aux élections de fin novembre. Et enfin, nous conclurons cette revue de presse en évoquant l'annulation de la politique menée en Nouvelle-Calédonie qui consiste à abattre des requins de manière préventive pour empêcher les attaques sur les baigneurs. Au Bangladesh, la Ligue Awami a remporté les 12e élections générales sans surprise malgré un boycott de l'opposition et un très faible taux de participation des électeurs. Le secrétaire de la commission des élections du Bangladesh a annoncé dimanche à 15h un taux de participation de 27,15%, un écart immense par rapport au taux de participation enregistré en 2018 avec plus de 80%. Mais le média en ligne américain Benal News a indiqué que certains bureaux de vote de quartier où Hasina était candidate avaient enregistré un taux de participation douteux de 99 voire de 100% de participation. La Ligue Awami a remporté au moins 222 sièges sur 300, 11 sièges ont été remportés par le Jatiya Party, un petit parti allié de la Ligue Awami, et plus de 60 sièges d'indépendants proches de la Ligue Awami ont aussi été élus. Notons que ce scrutin législatif est le 12e organisé depuis l'indépendance prise par rapport au Pakistan en 1971. Mais le Bangladesh est secoué par des violences depuis plusieurs mois et le Bangladesh Nationalist Party, principal parti d'opposition du pays, appelait à la démission du gouvernement de Hasina en faveur d'un gouvernement intérimaire qui aurait été chargé de gérer les élections à venir. Le BNP a appelé à la grève et a affirmé que le boycott avait été un succès. Notons que ces dernières années, en particulier, ont été marquées par un durcissement du pouvoir, et notamment par l'adoption de textes accusés par des groupes de défense des droits de l'homme et par la communauté internationale de liberticides, à l'instar par exemple de la loi sur la sécurité numérique adoptée en 2018. Ce texte avait par exemple été accusé d'être utilisé comme une arme pour faire taire les critiques et réprimer l'opposition par l'ONG Amnesty International. L'entrée en vigueur du texte s'est accompagnée d'un recul important de la liberté des médias. Ainsi, le Bangladesh, qui figurait en 2017 en 146e place sur 180 du classement de la liberté de la presse de Reporters sans frontières, a chuté de 12 places pour descendre à la 163e place, juste avant la Russie. L'armée nord-coréenne a fait tirer plus de 300 obus dans la zone située près de la ligne de limite du Nord, une ligne pensée et dessinée par Washington en 1953 dans la mer Jaune et dont l'emplacement est contesté par Pyongyang qui se sent à l'étroit au nord de cette ligne si proche du littoral occidental et qui voudrait pouvoir exercer son droit de pêcher plus au sud. Avant le début de cette série de tirs, Kim Jong-un et sa fille avaient passé en revue une usine de véhicules de lancement de missiles balistiques intercontinentaux, démontrant la fermeté de l'armée nord-coréenne à maintenir la défense du pays, notamment à travers la production domestique d'armement. Vendredi dernier, environ 200 obus ont été tirés entre 9h et 11h du matin dans les eaux situées à l'ouest de la côte de la péninsule coréenne, près de la ligne. Aucune victime ou dégât n'a été recensé, mais la population locale de l'île de Yongpyong et de l'île voisine a reçu des ordres d'évacuation et s'est réfugiée dans des abris. L'armée nord-coréenne a parlé d'exercices maritimes à balles réelles, faisant suite à l'organisation la veille du premier exercice conjoint de l'année entre les forces armées américaines et sud-coréennes. Séoul a répondu en annonçant à son tour l'organisation d'exercices navals dans l'après-midi.
Il faut savoir qu'en 2018, à l'époque du président sud-coréen Moon Jae-in, plus favorable à un dialogue avec Pyongyang, les deux Corées avaient signé un accord instaurant une zone maritime tampon, un accord qui avait permis la fin des exercices militaires et des tirs dans la zone. Mais les relations bilatérales se sont depuis envenimées et Pyongyang a décidé unilatéralement de rompre cet accord en novembre 2023. Les tirs répétés qui se sont poursuivis ces derniers jours ont poussé l'état-major sud-coréen à déclarer hier que la zone maritime tampon n'existait plus puisque la Corée du Sud avait violé l'accord du 19 septembre plus de 3000 fois au total et que les provocations nord-coréennes avaient rendu l'accord inactif. Un accord a été signé entre le gouverneur de l'État d'Hawaï et le maire de Maui pour reloger les personnes déplacées par le grand incendie du 8 août dernier qui a ravagé l'île de Maui en tuant au moins 115 personnes et en détruisant 2207 bâtiments pour l'immense majorité des constructions résidentielles dont beaucoup n'étaient pas ou mal assurées. Le plan de relogement comprend une enveloppe de 500 millions de dollars américains, financée pour moitié par l'Agence fédérale de gestion des urgences. L'État d'Hawaï a contribué quant à lui à hauteur de 150 millions de dollars et le comté de Maui et la Fondation pour la communauté d'Hawaï ont versé respectivement 40 et 50 millions. Les 10 millions restants proviennent pour moitié du Conseil pour l'avancement des autochtones hawaïens et pour l'autre moitié de donations philanthropiques. Le plan prévoit notamment la construction de nouveaux logements, l'allocation de chambres d'hôtel louées ou achetées par le gouvernement pour loger les personnes déplacées sur le long terme, ou encore un programme de familles d'accueil qui pourront être payées pour héberger des personnes déplacées. Le plan détaille aussi la possibilité de convertir, sur la base du volontariat, des logements de vacances en location de long terme pour loger les Hawaïens déplacés tout en payant les propriétaires selon les tarifs de location touristique, sachant que 700 personnes sont déjà logées de cette manière. Le plan ambitionne de créer 3000 logements stables pour les personnes déplacées de Maui en attendant une solution permanente, ce alors que le gouvernement a fait remarquer que plus de 2600 personnes étaient toujours logées dans des hôtels actuellement. En fait, ce sont environ 10 000 personnes qui ont perdu leur maison dans l'incendie, dans un archipel qui faisait déjà face avant la catastrophe à une crise du logement sur fond de tensions avec les personnes extérieures à l'archipel et l'offre de logements réservés aux touristes, plus rémunérateur pour les propriétaires, mais qui contribuait à rendre très difficile l'accès au logement pour les locaux locataires. Le journal en ligne hawaïen Honolulu Civic Beat a indiqué que le jour de la signature, une manifestation avait été organisée pour réclamer un moratoire sur les locations touristiques de court terme, ce afin d'accorder la priorité aux Hawaïens déplacés. Une proposition que ne semble pas favoriser le gouvernement, qui a déclaré le jour de la signature que si le plan était un succès, il permettrait sans doute d'éviter de recourir à un tel moratoire. C'est ce qu'espèrent ceux qui privilégient une reprise rapide du tourisme dans l'archipel. L'ex-présidente des îles Marshall, Hilda Heine, a été réélue le 2 janvier à la tête de l'archipel et a prêté serment le lendemain, plus d'un mois après l'élection du 20 novembre, qui a vu 40% des 33 sièges du Parlement changer d'occupant, et notamment des parlementaires de premier plan, tels que le président du Parlement Kenneth Keddy, militant pour les droits des victimes des essais nucléaires dans l'archipel, ou encore le ministre du Climat et de la Pêche John Silk, député depuis 24 ans et ministre à plusieurs reprises. Hilda Heine, qui a été présidente de 2016 à 2020, succède ainsi à David Kabua, qui l'avait battu en janvier 2020. À l'époque, Hilda Heine était, à sa première élection, la première femme à être élue au poste de présidente dans cet archipel du Pacifique. La présidente est connue pour son expertise dans le domaine éducatif. Elle est aussi la fondatrice du groupe de défense des droits des femmes Women United Together Marshall Island et a aussi été ministre de l'Éducation. Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé les décisions provinciales et municipales dites de gestion de crise requin dans 2 jugements rendus le 28 décembre. Nouméa mène depuis 2019 des campagnes d'abattage de requins qui se sont multipliées en début d'année 2023 après plusieurs accidents liés à des attaques de requins, le dernier décès remontant à février 2023. La municipalité de Nouméa a aussi interdit la baignade sur tout ou une partie du littoral à partir de mars, mais a récemment rouvert les plages à la baignade avec 2 zones sécurisées par une barrière anti-requins.
Mais cette politique est critiquée par certaines associations, notamment par l'association Ensemble pour la planète, qui a formé plusieurs recours contre la municipalité et la province, et qui reproche aux autorités d'avoir mené ces campagnes d'abattage sans publication d'un acte administratif, mais aussi au détriment de la biodiversité, puisque la pêche préventive génère inévitablement des prises dites accessoires, c'est-à-dire des prises accidentelles d'autres espèces marines, notamment des espèces protégées et ou menacées d'extinction. L'association affirme qu'en 2023, 83 prises accessoires de requins-tigres et 44 de requins-bulldog sont mortes et que, si les prises accessoires sont relâchées vivantes, beaucoup ne survivent pas à leur capture. Le tribunal administratif a jugé la réponse de la ville de Nouméa et de la province sud disproportionnée, pointant du doigt l'absence d'études scientifiques sur la population exacte des différentes espèces de requins ou sur l'impact de cette politique sur la biodiversité marine. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.